Oliver Twist, chapitre 4. Oliver se rend à Londres et fait la rencontre de fort intéressants personnages. Oliver regarda à droite, à gauche, ne sachant pas trop de quel côté partir. Puis il se souvint des chariots qui, pour quitter la ville, grimpaient la colline. Il les imita. Il suivit un chemin et atteignit la grande route. Il était 8 heures, bien qu'il fût déjà à 8 kilomètres de la ville. Oliver courut tout en se cachant de temps à autre, car il craignait d'être poursuivi. Enfin, vers midi, il s'assit au pied d'une borne et, pour la première fois, pensant à l'endroit qu'il allait choisir pour y aller et gagner sa vie. La borne indiquait qu'il y avait tout juste 110 kilomètres entre elle et Londres. Londres, cet endroit immense où personne, pas même M. Bumble, ne pourrait le retrouver. C'était l'endroit idéal. Il se remit sur ses pieds et reprit sa route. Tout en marchant, il songea aux moyens dont il disposait pour se rendre là-bas. Dans son baluchon, il avait un crouton de pain, une chemise et 2 paires de chaussettes. Il disposait aussi d'une pièce d'un penny que lui avait donné M. Sowerberry. C'était peu pour faire 5 kilomètres en hiver, mais il n'y pouvait rien. Ce jour-là, il parcourut 30 kilomètres sans rien prendre que son crouton de pain sec et de l'eau qu'il demanda à la porte des maisons. À la nuit, il entra dans un champ et se blottit dans une meule de foin pour y attendre le jour. Le matin, quand il s'éveilla, il était engourdi par le froid, et il avait tellement faim qu'il fut obligé d'échanger son penny contre un pain dans le premier village qu'il traversa. Quand la nuit tomba, il avait fait que 20 kilomètres. Ses pieds lui faisaient mal et ses jambes étaient si faibles qu'elles tremblaient sous lui. Au matin de sa seconde nuit passée dehors, dans l'humidité et le froid, il se sentait encore si mal qu'il pouvait à peine se traîner. Sans le bon cœur d'un gardien d'octroi et d'une vieille, les souffrances d'Oliver auraient été abrégées de la même façon que l'avait été celle de sa mère. Il serait tombé mort sur la grande route royale. Mais le gardien d'octroi lui donna du pain et du fromage, et la vieille dame lui donna le peu qu'elle avait, mais avec tellement de gentillesse que les souffrances d'Oliver s'en trouvèrent allégées. Tant et si bien que très tôt, le matin du 7e jour, après son départ, Oliver fit son entrée en boitillant dans la petite ville de Barnet. Les boutiques étaient fermées, les rues désertes, le soleil se levait, mais sa lumière ne servait guère qu'à lui faire mieux sentir combien il était seul et abandonné, assis là, sur les marches d'un perron, tout couvert de poussière, les pieds en sang. Petit à petit, la ville s'éveilla. Il fut tiré de sa rêverie en remarquant qu'un jeune homme, qui était déjà passé devant lui, était revenu sur ses pas pour l'observer avec attention, depuis l'autre côté de la rue. Oliver leva la tête et se mit à le regarder à son tour. Le garçon traversa la rue. « Salut mon pote !» lança-t-il à Oliver. « Qu'est-ce qui t'arrive » Il avait à peu près le même âge que lui, mais c'était le garçon à l'allure la plus singulière qu'Oliver ait jamais vue. C'était un garçon au nez retroussé, au front bas, au visage banal, qui était aussi sale que possible. En même temps, il avait les manières d'un homme fait. Petit pour son âge, il avait les jambes arquées et de vilains petits yeux mobiles. Il portait une veste d'homme qui lui arrivait aux talons et dont il avait retroussé les manches pour dégager ses mains. Ceci afin de pouvoir les laisser en permanence dans les poches de son pantalon en velours côtelé. Moyennant quoi, il était aussi fier et droit dans ses bottines qu'un gaillard d'1,85 m. « Alors mon pote, y a quelque chose qui gaze pas ?» demande cet étrange jeune gentleman à Oliver. « J'ai faim et je suis fatigué, monsieur, répondit Oliver,
à qui les larmes montaient aux yeux. « Voilà 7 jours que je marche. »« 7 jours? Ah, je pige. T'as la rousse aux trousses. » Mais, ajouta-t-il en voyant l'air ahuri d'Oliver, tu sais pas ce que c'est la rousse? N'est-ce pas mon nouveau copain? Oliver répondit qu'en effet il ignorait tout de la dame en question. « Quel bleu tu fais !» s'exclama le jeune gentleman. « La rousse? C'est comme ça qu'on appelle la filcaille. T'as déjà fait de la tôle? » On a bien voulu me faire faire de l'étoupe à un moment, mais ce que vous dites, non, jamais. Bon, je vois qu'il va falloir que je t'affranchisse. On aura le temps après. Pour le moment, t'as les crocs, et moi aussi. Il me reste 2 ou 3 thunes. On va les bouffer. Allez, bouge-toi le train. Le jeune gentleman aida Oliver à se mettre sur ses pieds, puis l'entraîna dans une boutique où il acheta un peu de jambon et un pain de 2 livres. Après quoi, toujours suivi d'Oliver, il pénétra dans un petit café où il alla s'asseoir à une table. Un pot de bière fut apporté sur son ordre et Oliver put faire son repas le plus copieux depuis bien longtemps. Quand il eut la bouche vide, « Alors, tu vas à Londres ?» lui demanda son compagnon. « Oui. »« T'as où loger ?»« Non. »« De l'argent ?»« Non. » L'étrange garçon siffla, puis remit les mains dans ses poches. « Tu vis à Londres, toi ?» demanda Oliver. « Ouais, quand je suis chez moi. J'imagine que t'as besoin d'un endroit pour passer la nuit, pas vrai ? » ?»« J'aimerais bien. Je n'ai pas dormi sous un toit depuis... » »« Te fais pas de mouron pour ça. Je dois être à Londres ce soir, et j'y connais un respectable vieillard qui te logera gratos pour peu que tu sois présenté par quelqu'un qu'il connaît. » Cette offre d'un logement pour la nuit était trop intéressante pour être refusée, surtout qu'elle fut assortie de cette promesse que le vieillard en question pourrait sûrement lui procurer un emploi. Cela déboucha sur une conversation plus intime qui permit à Oliver d'apprendre que son nouvel ami se nommait Jack Dawkins et qu'il était le protégé du vieux monsieur mentionné ci-dessus. Certes, l'allure du garçon ne plaidait guère en faveur du parrainage du responsable vieillard en question. En prime, Jack Dawkins ne tarda pas à préciser que ses proches l'appelaient plutôt le filou que par son nom. Oliver en conclut que les préceptes moraux du bon vieillard n'avaient pas eu d'effet sur lui, parce qu'il était d'un naturel incorrigible, et se promit de se montrer mieux digne que lui de ses bontés. Jack Dawkins ne voulut pas entrer en ville avant la nuit. Il était presque 11 heures lorsqu'ils franchirent l'octroi d'Islington. Depuis l'auberge de l'Ange, ils traversèrent jusqu'à St. John's Road, descendirent la petite rue qui mène au théâtre Sadler's Wells, en coupant par Exmouth Street et Coppice Row, puis, après avoir longé le dépôt de mendicité, ils s'engagèrent dans un quartier si sale et si misérable qu'Oliver, qui n'était pourtant pas habitué au luxe, n'avait jamais imaginé qu'il pouvait en exister de semblables. La rue qu'ils descendaient sur les talons de filou était sale et étroite. L'air était chargé d'odeurs infectes. Il y avait nombre de boutiques, mais la seule marchandise en stock semblait être de nuées d'enfants qui, malgré leur tardive, entraient, sortaient et braillaient de leur mieux. Les seuls endroits prospères au sein de ce désastre général, c'étaient les cafés, où l'on se querellait avec une étonnante énergie. Oliver était en train de se demander s'il ne ferait pas mieux de s'enfuir, quand il parvint au bas de la colline. Son guide le fit entrer dans un couloir, referma derrière lui et siffla. «
C'est quoi demanda une voix. Plomi Eslam, fut la réponse. Ce devait être une sorte de mot de passe, car la flamme d'une bougie apparut à l'autre extrémité du couloir, bientôt imitée par une tête. « C'est qui l'autre » dit l'homme en levant sa bougie. « Un nouveau » répliqua Jack en poussant Oliver devant lui. « D'où qu'il vient ?»« De Gogoland, frangin. Et là-haut. »« Ouais, il trie les tire-jus. Montez !» La lumière disparut et la tête avec elle. Entraîné par son compagnon, Oliver parvint tant bien que mal à gravir dans l'obscurité les marches d'un escalier en ruine. Son guide ouvrit la porte d'une pièce donnant sur l'arrière de la maison, y introduit Oliver. Les murs et le plafond étaient parfaitement noirs de crasse et de vieillesse. Il y avait une table de bois blanc et dessus une chandelle plantée dans une bouteille, 3 pots en étain, du beurre, du pain, une assiette, dans une poêle posée sur le feu et dont la queue était attachée à une ficelle, au manteau, et dont la queue était attachée avec une ficelle au manteau de la cheminée, des saucisses cuisées. Penché sur elle, une longue fourchette à la main, se tenait un vieillard fripé et ridé, dont les traits repoussants de vieux scélérats disparaissaient sous une masse de poils et de cheveux roux emmêlés. Il était vêtu d'une robe de chambre graisseuse et semblait partager son attention entre la poêle et un séchoir, où était étendu un grand nombre de mouchoirs de soie. Plusieurs lits grossiers, faits de sacs de pommes de terre, étaient alignés côte à côte sur le plancher. Autour de la table, il y avait 4 ou 5 gamins, pas plus âgés que le filou, qui fumaient des pipes en terre et buvaient de l'eau de vie, avec des façons d'adultes. « C'est lui, Fagin » dit le filou. « Mon ami Oliver Twist. » Le vieil homme fit un grand salut à Oliver, vint lui serrer la main. « Nous sommes vraiment enchantés de te voir, Oliver, dit-il. J'espère avoir l'honneur de devenir un de tes amis proches. » Sur quoi, les jeunes gens avec la pipe se mirent à secouer très énergiquement les mains d'Oliver, jusqu'à ce que le vieillard les interrompt dans leur civilité par une distribution de coups de fourchette sur la tête et les épaules. « Le filou, dit-il, serre donc les saucisses et tire un baquet près du feu pour notre ami. »« Ah, je vois que tu regardes les mouchoirs, hein, mon petit. On vient juste de les tirer, et les voilà prêts pour la lessive. Il y en a pas mal, hein ?» Les protégés du joyeux vieillard accueillirent ces derniers mots avec des acclamations de joie et s'installèrent pour le souper. Oliver mangea sa part. On lui servit ensuite du gin chaud, mélangé avec de l'eau, qu'il dut avaler vite, parce qu'un autre convive avait besoin du verre. Un instant plus tard, il se sentit porter jusqu'à un des sacs. Il sombra aussitôt dans un profond sommeil. Le lendemain, la matinée était déjà avancée quand Oliver s'éveilla. Il n'y avait personne d'autre dans la pièce que le vieillard qui faisait du café dans une casserole en sifflotant. De temps à autre, il s'interrompait pour écouter, puis revenait à son sifflement et au café. Oliver n'était plus endormi. Il n'était pas tout à fait éveillé non plus. Il était dans cet état où, les yeux mi-clos, on rêve plus en 5 minutes que pendant 5 nuits de sommeil profond. Il voyait Fagin aller et venir. Il l'entendait siffler. Il percevait les bruits de la cuillère contre les bords de la casserole et, en même temps, son esprit vagabondait. Quand le café fut fait, Fagin posa la casserole sur le bord du foyer. Il resta un instant indécis
se tourna vers Oliver pour le regarder, l'appela par son nom. Celui-ci ne répondit pas. Il présentait toutes les apparences du sommeil. Le vieillard alla à la porte, la ferma à clé, puis il sortit une boîte de ce qu'il sembla être à Oliver une trappe dans le plancher, et la posa avec 1000 précautions sur la table. Ses yeux brillaient quand il souleva le couvercle. Approchant une vieille chaise de la table, il s'assit et prit dans la boîte une montre en or toute étincelante de pierres précieuses. « Ah, les sacripants !» marmonna-t-il avec un hideux sourire. « Ils étaient doués tout de même. Dire qu'ils n'ont jamais avoué où ils sont, pas même aux prêtres. Bah, à quoi ça leur aurait servi? Ça aurait pas dénoué la corde autour de leur cou. De bons petits gars, vraiment. » Tout en tenant ses propos, il tira encore une demi-douzaine de montres du coffret. Et aussi des bagues, des broches, des bracelets, des bijoux de toutes sortes, qu'il contempla avec extase. Il remit le tout dans la boîte et continua ses réflexions à voix haute. Quelle belle chose, la peine capitale. Les morts ne donnent pas leurs complices, hein. 5 à la file pendue, à la même corde, et pas un qui reste pour dénoncer le vieux Fagin. Idéal pour les commerces. Il prononçait ces derniers mots quand son regard tomba sur le visage d'Oliver. Les yeux de l'enfant le fixaient, pleins d'une curiosité muette. Fagin ferma la cassette d'un coup sec, saisit un couteau à pain qui traînait sur la table et se leva d'un bond. « Pourquoi tu m'espionnes, hein, petit drôle? Tu dormais pas? T'as vu quoi? Dis-le-moi, hein? Et vite, si tu tiens à la vie, vite !»« Je ne pouvais plus dormir, monsieur, dit Oliver d'une voix presque imperceptible. Je suis désolé de vous avoir dérangé. Tu me regardes depuis longtemps? Non, je viens tout juste de me réveiller. T'en es sûr? Insista Fagin en le dévisageant férocement. Je vous jure, monsieur, ma parole. Bon, mon petit, ça va, dit Fagin, en retrouvant brusquement sa cordialité habituelle. C'était pour rire. Il joua un instant avec son couteau avant de le reposer, comme s'il avait pris seulement pour plaisanter. Je voulais juste te faire un petit peu peur, hein? Mais t'es courageux. T'es un vrai petit brave, hein, Oliver? Il se frotta les mains en gloussant de joie, puis jeta un coup d'œil embarrassé vers la boîte sur la table. « T'as vu certaines des jolies choses? Qu'y a-t-il dans la boîte? »« Oui, monsieur. »« Ah, fit Fagin en devenant plutôt pâle. C'est ma petite cagnotte, hein, pour mes vieux jours. Tu vois, je suis économe. » Oliver se dit que le vieillard était plutôt un sacré avare pour vivre dans une telle crasse en possédant autant de bijoux. Mais il songea qu'élever le filou et les autres garçons lui coûtait sans doute très cher. Il se contenta de demander l'autorisation de se lever. Il avait à peine fini sa toilette que le filou rentra avec un de ses camarades, qui était parmi ceux qui fumaient la pipe la veille. Il fut officiellement présenté comme Charles et Batte. Les quatre s'assirent pour prendre leur petit déjeuner, qui se composait du café et de petits pains au jambon que le filou avait rapportés. « Alors, mes enfants, dit Fagin, à l'adresse du filou, tout en observant Oliver du coin de l'œil. « J'espère que vous avez été au travail ce matin. »« Oui, on a bossé dur, dit le filou. »« Aussi dur que tu bois, renchérit Charlet. »« Les braves petits, vous avez rapporté quoi? Toi, le filou? »« 2 matelas de poche, hein, répondit ce jeune homme. « Bien rembourré? »« Pas trop mal, dit le filou en exhibant 2 portefeuilles. « Sont pas très épais, dit Fagin, en examinant l'intérieur, mais la doublure est de qualité. C'est un bon ouvrier, hein,
Oliver. Très bon, monsieur. Cette réponse fit se gondoler de rire monsieur Charles Batte. Pour le grand étonnement d'Oliver, qui ne lui trouvait rien de drôle. « Et toi, Charlet ?» lui dit Fagin, quand il fut un peu calmé. « 4 tiers-jus, » répondit l'intéressé, en tendant 4 mouchoirs. « Superbe qualité, seulement tu t'es trompé en les marquant. Il va falloir ôter les marques en tirant les fils. Nous l'apprendrons à Oliver. Tu aimerais savoir tirer les mouchoirs aussi bien que Charlet, hein ? Oui, si vous avez la bonté de me l'enseigner, répondit Oliver. Maître Batte trouva dans cette réponse quelque chose qui le fit de nouveau rire, tellement qu'il manqua s'étouffer. « Il est vraiment trop, dit-il, en manière d'excuse, quand il eut récupéré son souffle. Une fois, la table du petit déjeuner débarrassée, le joyeux vieillard et les 2 jeunes gens se livrèrent à un jeu curieux qui se déroula de la façon suivante. Le joyeux vieillard mit une tabatière dans une poche de son pantalon, un portefeuille dans l'autre, une montre dans la poche de son gilet, en l'attachant avec une chaîne. Il piqua une épingle de fantaisie dans sa cravate, puis il boutonna son habit jusqu'en haut et mit son mouchoir et son étui à lunettes dans ses poches là-dessus. Il se mit à déambuler de long en large dans la chambre, en imitant les façons qu'ont les vieux messieurs de traîner dans les rues. Parfois il s'arrêtait devant la cheminée ou devant la porte, faisant comprendre qu'il était absorbé dans la contemplation d'une vitrine. Parfois il jetait autour de lui des regards alarmés, comme s'il avait peur de se faire voler. Il faisait tout cela d'un air si naturel et si comique qu'Oliver en avait les larmes qui lui coulaient sur les joues, à force de rire. En même temps, les 2 garçons le suivaient de près, tout en disparaissant dans la rue, avec tant d'agilité, s'ils se retournaient, qu'il était impossible de suivre leurs mouvements. À la fin, le filou lui marchait sur les pieds ou trébuchait sur sa bottine. Charlet le heurtait par derrière et lui prenait tout avec une incroyable rapidité. Épingle, tabatière, portefeuille, mouchoir, montre, tout, jusqu'à l'étui à lunettes. Si le vieillard sentait une main dans l'une de ses poches, il signalait celle où elle se trouvait, et le jeu reprenait au début. Quand on eut joué un grand nombre de fois, 2 jeunes dames vinrent en visite. L'une d'elles se nommait Betty, l'autre Nancy. Elles avaient beaucoup de cheveux, pas forcément très bien arrangés, et n'étaient pas trop nettes relativement à leurs chaussures et à leurs bas. Elles n'étaient pas exactement belles, peut-être, mais en tout cas, leur visage ne manquait pas de couleur, et elles semblaient être directes et ouvertes. Et comme elles se révélèrent très à l'aise, Oliver jugea que c'étaient des filles aimables, ce que, sans nul doute, elles étaient. La visite dura longtemps. On apporte des liqueurs, après quoi la conversation s'anima considérablement. Finalement, Charles Batte déclara qu'il était temps d'aller jouer du jarret. Oliver repensa qu'il s'agissait d'une expression signifiant sortir, car aussitôt le filou, Charlet et les 2 jeunes dames s'en allèrent, non sans que Fagin les ait munis d'un peu d'argent de poche. « Les voilà de sortie pour le reste de la journée, » dit Fagin, quand ils furent partis. « Un genre de vie qui n'est pas déplaisant, hein ?» « Ont-ils fini leur travail ?» demanda Oliver. « Oui, sauf s'ils trouvent quelque chose d'urgent à faire, par hasard. Dans ce cas, ils ne laisseront pas passer l'occasion de s'y remettre. Ce sont vraiment de braves petits. Prends exemple sur eux, hein ?»
Oliver. Au fait, est-ce que mon mouchoir ne dépasserait pas de ma poche? Si, monsieur. Essaie de me le prendre, sans que je m'en aperçoive, comme ils l'ont fait tout à l'heure. Oliver souleva d'une main le fond de la poche, ainsi qu'il avait vu faire au filou, et de l'autre tira légèrement le mouchoir. « C'est fait, » demanda Fagin. « Le voici, monsieur, » répondit Oliver en le montrant. « Tu es très adroit, » dit l'aimable vieillard. « Tiens, voici un shilling, pour ta peine. Si tu continues sur cette bonne voie, tu deviendras le plus grand homme de ce temps. Et maintenant, viens avec moi. Je vais t'apprendre comment démarquer les mouchoirs. » Oliver se demanda quel rapport il pouvait y avoir entre tirer un mouchoir de la poche d'un vieillard et devenir un grand homme. Mais, pensant que, vu son âge, Fagin devait le savoir mieux que lui, il le suivit à la table et ne tarda pas à s'absorber dans ses nouvelles études. Plusieurs jours passèrent sans qu'il sorte de chez Fagin. Il s'occupa à démarquer les mouchoirs qui arrivaient en quantité et à participer au petit jeu que nous avons décrit. Au bout d'un moment, il se mit à soupirer après le grand air et demanda avec insistance qu'on le laisse aller travailler dehors avec ses compagnons. Ce qu'il avait pu voir de l'austère morale du vieillard le rendait d'autant plus désireux de s'adonner activement à l'ouvrage. Chaque fois, en effet, que Jack et Shirley rentraient les mains vides, Fagin leur tenait un discours enflammé sur les malheurs qu'apportent la paresse et l'oisiveté. Puis, pour leur faire sentir la nécessité d'une vie laborieuse, il les envoyait se coucher sans souper. Il lui arriva même de leur faire dégringoler l'escalier, mais cette fois-là, il poussa ses vertueux principes à des extrémités qui n'étaient pas habituelles.